Les maires du Burkina Faso chez le président du Faso cet après-midi au palais de Kosiam. Les échanges ont porté sur les conclusions du 6e congrès de l'association des municipalités du Burkina. Le chef de l'État a promu aux élus locaux l'accompagnement de l'État pour la réussite de leur mission. L'actualité politique au Burkina Faso est marquée par cette crise au sein du Parti pour la Renaissance Parent. Selon son fondateur, le parent connaît actuellement des difficultés dues à une mauvaise gestion dont Laurent Bado attribue la responsabilité à l'actuel président du parent, Tahirou Badi. Dans cette édition, nous irons à Bobo-Dioulasso où les populations riveraines de Sitaray accusent la société ferroviaire d'être à l'origine des inondations qu'elles connaissent actuellement. La direction de Sitaray, elle, refuse toute responsabilité face à cette situation. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre ce journal. Cela dit, les maires du Burkina Faso ont été reçus cet après-midi par le président du Faso. À l'ordre du jour de cette rencontre, les conclusions du 6e congrès de l'association des municipalités du Burkina. Un congrès qui s'est achevé aujourd'hui même dans la capitale burkinabé. Le chef de l'État a prodigué des conseils aux élus locaux et les a rassurés de l'engagement de l'État à les accompagner. On fait le point des échanges avec Salif Belem et Nyarki Teda. Face aux élus locaux, le président du Faso s'est voulu clair. Fini le temps des compétitions électorales dans les communes et l'heure est au travail dans la cohésion. Auquel cas, le revers est imparable selon le chef de l'État. Après les élections et la mise en place des mairies, nous devions continuer à faire de la politique politicienne dans les conseils municipaux et il n'y aura ni développement, ni renforcement de la démocratie à la base. Pour sa part, l'État s'engage à apporter tout le soutien qu'il faut et veiller au transfert effectif des compétences, lesquels transferts seront accompagnés des moyens et surtout à temps. L'occasion nous a été très souvent donnée de constater que les transferts de l'État étaient certes exécutés, mais pas au moment voulu. Et généralement, c'est des transferts qui arrivent vers la fin de l'année et qui ne permettent pas une exécution judicieuse du budget donc des communes. Il faut que cela change, que l'État puisse mettre les fonds à disposition des communes au moment voulu. Des propos rassurants selon les maires qui ressortent satisfaits de l'entretien. Très positif. Vous savez que le président du Faso est très courtois et accueillant. Et nous sommes surpris vraiment qu'il ait trouvé le temps de nous accueillir, de nous recevoir et de nous prodiguer des conseils qui vont nous servir vraiment pour le développement de nos communes. Il y a les propositions qu'il a eu à faire et qui nous rassurent, quel que au niveau des constructions des écoles et des CSPS. Et nous allons recevoir des fonds pour pouvoir construire à temps. Nous pensons que c'est un besoin réel de la population. À cette rencontre, l'occasion a été belle pour les maires de présenter au chef de l'État le nouveau bureau de l'AMBF, l'association des municipalités du Burkina, fort de 48 membres et dirigé par Armand Bewende, maire de la commune de Ouagadougou. Un bureau issu du 6e congrès de l'association et marque la renaissance de cette organisation fêtière des communes. Et avant de se rendre chez le président du Faso, les maires ont échangé ce matin avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Les échanges ont principalement porté sur le plan national de développement économique et social. Ce référentiel de développement qui doit mobiliser 15 000 milliards de francs CFA nécessite une réelle implication des élus locaux. Et c'était d'ailleurs la thématique à aborder à ce 6e congrès de l'AMBF. Nongba Kouda et Maïmouna Traouri. L'attention soutenue, ces élus locaux veulent connaître leur place et leur rôle dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Pour éclairer leur lanterne, des représentants du ministère de l'économie et des finances leur présentent les grandes lignes du PNDS et le Premier ministre répond à leurs préoccupations. Le développement du réseau routier, la sécurité, la santé, l'éducation, l'exploitation minière, la question de l'énergie, les marchés publics. Je suis réjoui de noter avec satisfaction que les autorités, avec le Premier ministre en tête, ont voulu partager la philosophie qui sous-tend la mise en œuvre du PNDS pour que nous qui sommes, les élus locaux, puissent nous en approprier et nous impliquer fortement pour sa réalisation. C'est des informations de ce genre que nous voulons pour
être efficace sur le terrain. Et le Premier ministre d'insister, les élus locaux constituent un maillon important dans la mise en œuvre du PNDS. Les plans communaux de développement doivent donc traduire la vision stratégique définie dans ce référentiel de développement. Il faut maintenant qu'au niveau des collectivités territoriales, à travers notamment les plans régionaux de développement et les plans communaux de développement, ces plans-là s'inspirent des priorités qui ont été retenues dans le plan national de développement économique et social, qui lui-même traduit la vision du président Roch-Marc Christian Kaboré. Valorisation du capital humain, développement des chaînes de valeur, construction d'infrastructures adaptées, le Premier ministre rassure, le plan national de développement économique et social prend en compte les préoccupations des élus locaux. Autre point de l'actualité ce soir, que se passe-t-il aux parents? Le Parti pour la Renaissance du professeur Laurent Badot. En tout cas, des difficultés sont constatées dans le fonctionnement de ce parti, selon un mémorandum signé de son fondateur. Et dans ce mémorandum, le professeur Laurent Badot accuse l'actuel président du parent, Tahirou Barry, de mauvaise gestion. Le document a fait le tour des réseaux sociaux et son auteur a convié la presse ce samedi pour de plus amples informations. Des détails avec Monkoun Dabiri. Entre Laurent Badot et Tahirou Barry, ce n'est plus le grand amour. Dans un mémorandum qui a fait le tour des réseaux sociaux, le fondateur du Parti pour la Renaissance dénonce la gestion du parti par le président Tahirou Barry. Et suite à l'étalage médiatique de cette affaire, Laurent Badot dit être face à la presse pour donner l'information, la pure et la vraie. Depuis que Barry a été désigné le 27 juin 2010, par les congressistes, ou plutôt par moi, à travers les congressistes, comme président du parent, il s'est évertué à écarter des instances dirigeantes tous les précédents cadres dirigeants qu'il est venu trouver. Eh bien, la suite a démontré que Barry entendait asseoir un parent à lui sur les cendres du parent que j'ai créé. C'est ma tête à moi maintenant que Barry voulait. Et si vous relisez mon mémorandum, vous le verrez. Par exemple, en ne donnant pas un sou pour les campagnes dernières là, dans la capitale, le centre. Le fondateur du parent confie être à l'origine de l'arrivée de Tahirou Barry à la tête du parti. Mais au fil du temps, l'élève a semblé prendre le dessus. Et le maître ne le supporte plus. M. Barry ne vient jamais me rendre compte. Il prend ses décisions, ça me tombe seulement à l'oreille, comme tout le monde. Ah tiens, le parent a une femme comme député, le parent a un monsieur comme ministre. Je ne suis pas au courant, c'est Barry qui les a désignés, ça même sans référer de mon avis au fondateur. Et face à la crise qui secoue le parti, le fondateur veut reprendre les choses en main pour, dit-il, remettre de l'ordre dans la maison. Le mal étant fait, il faut arriver à réagir. Il faut que nous arrivions à faire face à ce qui est arrivé. Quand ce qui me concerne, je ne fais pas d'exclusion. Mais sinon, moi, Barry, je lui demande tout simplement de reconnaître, c'est vrai qu'il a exagéré. Pour sa part, Laurent Badot dit être prêt à pardonner au président Tahirou Barry pourvu qu'il s'excuse. Le fondateur du parent compte réunir les anciens du parti dans les jours à venir pour des solutions appropriées à la gestion de la crise. Mettons à présent le cap sur Bobo Dioulasso pour parler des espaces appelés couramment grains d'été. La ville est réputée pour ces endroits très souvent source de critiques. On y voit souvent une manifestation de la paresse et du chômage, mais pour les jeunes qui les fréquentent, les grains d'été constituent surtout des lieux de débats utiles. On les entend dans ce dossier signé Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Communément appelés grains à Bobo Dioulasso, ces groupes de jeunes sont généralement constitués d'amis de même génération des voisins de cour. Dans ces grains, les débats sont souvent menés autour d'un verre de thé, notamment sur des questions d'actualité et d'emploi. Non, on ne peut pas dire ici c'est un grain d'une manière donc où les vagabonds viennent s'asseoir, ou fumer les tabacs et prendre des comprimés et qu'on sort là, non. Nous tous qui sommes ici, nous tous nous travaillons. Bon, selon un manque de travail aussi, donc souvent on est obligé, après les petits boulots qu'on fait, les travaux manuels, on vient se mettre ici ensemble, on prend le thé
On cause ensemble, on échange des idées sur des projets, de ce qu'on veut faire pour demain. Souvent, il y a d'autres qui disent que non, et que les Boulais aiment prendre du thé, qu'ils ne travaillent pas. Mais non, on travaille. Surtout, souvent, c'est autour du thé qu'on s'informe, on se donne des informations. Botafogo, un grain situé à Akarville, on y rencontre toutes les catégories socio-professionnelles ainsi que des jeunes à la recherche de l'emploi. Il y a le débat politique qui est incontournable. Et bon, on se donne les idées par rapport au travail de tout un chacun. Chacun donne sa position par rapport à ce qu'il sait faire. Voilà. Je sais qu'il y a des pays aujourd'hui où avoir quelqu'un pour échanger, avec qui échanger, c'est un problème. Mais nous, on n'a pas ça à Bobo. Ouseni Nanema, étudiant de son état, lui préfère intégrer ces grains de thé considérés aujourd'hui comme des plateformes d'échange. C'est une deuxième école, en fait, pour échanger des idées et prendre quelque chose des autres et donner quelque chose aussi. C'est quand même nécessaire. Donc, les vacances, nous, on n'a pas pu voyager. Donc, c'est mieux de rester au grain. Le thé est là pour agrémenter les causeries. Et selon ces jeunes, prendre du thé est préférable à la fréquentation des débits de boissons. Tu vois, avec 500 francs ou 1000 francs, on peut faire toute la journée autour du thé. Mais si, par exemple, on doit rentrer au maquis, 500 francs, ça ne suffit pas. Partout dans le grain, la question de l'emploi est posée avec acuité dans la ville de Bobo-Dioulasso. Tous espèrent, avec le changement de régime, que le nouveau gouvernement prendra en compte les multiples sollicitations de la jeunesse pour un avenir meilleur. Et pour les jeunes de la localité de Youga dans le centre-est, la question de l'emploi devrait être en partie résolue dans les jours à venir. Burkina Mining Company, désormais propriétaire de la mine d'or de Youga, a lancé un avis de recrutement au plan local pour renforcer ses effectifs. Les responsables de cette mine veulent par cette décision garantir également la bonne cohabitation avec les populations locales. Le président de Burkina Mining Company est allé à la rencontre de ces populations hier vendredi. Mathias Drabo, Monkoun Dabiri. Des packs composés de vivres et de produits d'hygiène pour chacun des 500 ménages du village de Youga et des kits scolaires pour les enfants de la même localité. Un geste qui traduit la nature de la collaboration que le président de Burkina Mining Company, repreneur de la mine d'or de Youga, compte entretenir avec la population riveraine. Depuis que la mine est là, ce genre de visite-là, on n'a jamais vu. Ils viennent, mais ils ne sont jamais venus ici. Ça, là même, ça montre déjà qu'en tout cas, il y aura une franche collaboration. La responsabilité sociale de l'entreprise, le nouveau patron y attache du prix. Et dans un point de presse, les responsables de la mine disent prévoir la construction de plusieurs infrastructures, dont un centre de formation socio-professionnelle, des retenues d'eau et des routes. On a commencé notre activité en mars. Ce n'est pas des mines pour une courte durée, mais plutôt pour une longue durée qui va continuer durant plusieurs. Et on sait très bien par rapport aux autres mines que pour avoir une activité positive, il faut être en bon moment avec les voisins, les villages voisins. La mine d'or de Youga, le groupe turc MNJ dit l'avoir acheté à Endeavour Mining à environ 14 milliards de francs CFA. Le groupe dit être par ailleurs détenteur d'un titre d'exploitation minier dans le Naouri. Pour l'occasion, son président a tenu à rassurer la presse qu'aucun licenciement n'a été effectué par le groupe, contrairement à ce qui se dit dans la presse. Mieux, rassure-t-il, des recrutements sont en cours pour renforcer les effectifs pour les 3 prochaines années. Autre point de l'actualité, nous repartons à Bobo-Dioulasso pour parler de cette séance de sensibilisation sur la finance islamique organisée au profit des opérateurs économiques de cette ville. Cette séance a eu lieu hier vendredi à l'initiative de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. L'objectif était d'éclairer les opérateurs économiques sur les opportunités que la finance islamique leur offre. Les responsables de la finance islamique au Burkina Faso espèrent ainsi accompagner les bénéficiaires dans leur secteur d'activité. Les opérateurs économiques de la ville de Bobo-Dioulasso à la recherche d'informations sur la finance islamique. L'objectif de cette rencontre est de leur expliquer les opportunités d'accès à cette forme de finance différente de celles conventionnelles. Un peu partout dans le monde, la finance islamique se développe bien
et très rapidement. C'est seulement chez nous ici, dans l'espace Yomoa et particulièrement au Burkina, que ça ne se développe pas. Alors parce que nous n'avons pas d'informations sur la finance islamique, on pense que c'est réservé aux musulmans. Non, donc c'est pour cela que la maison de l'entreprise a décidé de faire des sensibilisations pour montrer à tout le monde qu'il peut avoir accès à cette finance-là. La finance islamique intéresse bon nombre d'opérateurs économiques au Burkina Faso. On a compris que c'est un additif pour qu'on puisse financer nos activités. Puisqu'on a le financement classique, si ça vient s'ajouter, bon, ça peut être un truc d'oxygène pour nous. Je pense que c'est une innovation. Ça peut quand même amener un changement dans le monde économique. Comme toute autre institution financière, l'accès à la finance islamique nécessite le respect de certains principes, notamment l'interdiction d'investir dans des secteurs illicites, contraires à la morale islamique. 5500 musulmans du Burkina Faso vont effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année. Les vols à destination de Médine sont prévus du 31 août au 5 septembre prochain. Le comité de suivi du pèlerinage à la Mecque a donné ces informations au cours d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. On apprend aussi que l'organisation de ce pèlerinage a connu des difficultés liées aux événements douloureux que le Burkina a connus en 2015. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. 5500, c'est le quota national des pèlerins qui effectueront le Hajj 2016. Les 892 personnes recalées en 2015 compte tenu de la situation nationale seront les premiers à prendre le vol à destination de Médine. Il est prévu simultanément 8 vols à Ouagadougou et 3 à Bobo-Dioulasso. Quant au transport, il sera assuré par la compagnie saoudienne Nas Air du 31 août au 5 septembre 2016. L'organisation du Hajj 2016 demeure l'affaire des agents de voyage qui sont cette année 38 au lieu de 39. Une agence n'ayant pas réglé les frais d'organisation du Hajj 2015 a été suspendue. Dans sa mise en œuvre, le Hajj 2016 bénéficie de l'accompagnement de l'État et de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Et au niveau des activités qui sont en cours, on peut citer la vérification des versements et des virements des sommes d'argent effectuées par les agents de voyage dans nos différents comptes, aussi bien ici qu'en Arabie Saoudite, la délivrance des visas électroniques par l'ambassade d'Arabie Saoudite aux pèlerins qui sont à jour de leur paiement. À Médine, le séjour sera réduit. Cependant, le président du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque rassure que les pèlerins seront mieux logés. En attendant, les musulmans de Bobo-Dioulasso attendent impatiemment la réhabilitation de la mosquée de Dioulasso-Ba. 500 millions de francs CFA sont nécessaires pour la réhabilitation de cette mosquée. Une réhabilitation nécessaire aussi pour répondre aux normes internationales puisque ce lieu de culte est inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 2012. Et ces informations émanent d'une étude menée sur la réhabilitation et l'aménagement de la mosquée de Dioulasso-Ba. Les résultats de cette étude ont été présentés hier au ministre en charge de la culture et à la communauté musulmane. On fait le point avec Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. Voilà à quoi va ressembler le site de la mosquée de Dioulasso-Ba après sa réhabilitation. Ce sont là les résultats d'une étude architecturale présentée ici au ministre en charge de la culture ainsi qu'à la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso. Vieille de plusieurs siècles, la mosquée de Dioulasso-Ba se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Et en tant que patrimoine culturel, le département de la culture soutient le projet de réhabilitation à hauteur de 150 millions de francs CFA. À travers la contribution qui est donnée par le ministère, c'est un symbole, mais c'est en même temps une interpellation afin que tous les fils et toutes les filles de cette nation s'engagent résolument à apporter leur contribution. Ici, rien ne sera cassé. Il s'agira juste d'améliorer l'existant et surtout de renforcer la résistance de la bâtisse. Et le coût total du projet se lève à 500 millions de nos francs. Du côté de la communauté musulmane, des initiatives seront développées pour combler le manque à gagner. On va essayer d'appeler nos opérateurs économiques de la ville ainsi que les personnes ressources, nos imams. Ils vont nous aider à récolter les fonds nécessaires pour qu'on puisse venir en aide
au niveau de la réhabilitation. Dans les jours à venir, un comité de gestion de la réhabilitation et de l'aménagement de la mosquée de Djoulasoba sera mis en place. Et les travaux devraient débuter incessamment. Actualité à propos du Lasso toujours, la Citara serait-elle à l'origine des inondations que connaissent les quartiers situés à ses abords? Oui, selon les populations riveraines de la voie ferroviaire de Bobo Dioulasso. Et face à cette accusation, la direction de Citara rétorque, elle refuse toute responsabilité dans la survenue de ces inondations. On entend les deux parties dans ce reportage signé Karim Ilboudo et Moussa Sano. Dogouna, un quartier de l'arrondissement 3 de Bobo Dioulasso. La saison des pluies est ici un calvaire pour les populations, notamment celles installées aux abords de la voie ferrée. Confrontées au problème d'inondation, elles n'ont que les yeux pour pleurer après chaque grosse pluie. L'eau rentre dans nos concessions. Nous avons appelé au secours en vain. Personne n'a réagi. Nous demandons vraiment de l'aide. Il ne faut pas que les gens nous abandonnent dans notre calvaire. Chaque année, on vit le calvaire. Les gens ont essayé de trouver des solutions par eux-mêmes, mais c'est vraiment insuffisant. Parce que vu la force de l'eau et la quantité d'eau qui vient chaque année, ça ne fait que s'aggraver. Pour certains riverains, le bouc émissaire de leur calvaire, c'est bien la Citaraya, la société de chemin de fer qui a récemment effectué des travaux d'entretien sur son réseau. Avant, c'était l'eau venait, mais ce n'était pas comme ça. C'était l'eau du secteur. Ça ne creuse nulle part. Mais cette fois-ci-là, on en est trop marre parce que tout l'eau de l'eau là, ça vient et ça vient caler dans les ponts là. Tout est chez nous, tout rentre chez nous. Les autorités municipales de Bobo Dioulasso se disent conscientes de la situation. Cependant, elles estiment n'avoir pas été associées par la Citara pour ces travaux d'entretien du réseau ferroviaire. La population pense que le travail n'a pas été fait selon les normes. Parce que l'eau se déverse dans les concessions et ça pourrait engendrer des inondations. Et on est au mois d'août et je comprends vraiment leur inquiétude. Et une autre préoccupation que j'ai, parce que le travail en tout cas a été fait sans concertation avec l'arrondissement. Je pense qu'il y a des aménagements comme ça, c'est mieux d'approcher la mairie, l'arrondissement ou bien même la commune pour dire on a décidé d'entreprendre tels travaux. Est-ce que ça répond aux normes techniques? Est-ce que ça ne joue pas aussi sur la quiétude de la population? Peut-être c'est ce qui a manqué. Approcher la direction de la Citara refuse toute responsabilité dans cette situation. Elle estime les aménagements dont on dit être la cause des inondations, des actions qui s'inscrivent dans le cadre normal des travaux d'entretien de sa ligne de chemin de fer, des actions périodiques menées depuis 1934, date d'arrivée des rails à Bobo Dioulasso, alors qu'il n'y avait même pas d'habitation à cet endroit. Retour à Ouagadougou où hier vendredi, les Ivoiriens vivant au Burkina Faso ont célébré la fête de l'indépendance de leur pays. Une célébration en différé puisque l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est célébré le 7 août de chaque année. Et pour cette année, les Ivoiriens du Burkina ont placé cette fête sous le signe de la renaissance et de la redynamisation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. On voit cela avec Césaire Carrefour, Fanta Kando et Draman Guéné. Ils sautent le champagne pour célébrer les 56 années de l'accession à l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Cette commémoration en différé pour des raisons de calendrier a connu la présence de plusieurs autorités burkinabées qui témoignent d'ailleurs de la qualité des relations qui existent entre les deux pays. Les dirigeants ivoiriens et burkinabés, soucieux du raffermissement et de la consolidation des liens entre nos deux pays, entre les deux peuples, se sont unis depuis 2008 par un accord qui sonne plus comme un acte de mariage. Il s'agit du célèbre TAC, comme nous l'appelons, le traité d'amitié et de coopération dont nous venons de tenir tout récemment la 5e session. Nous avons signé beaucoup d'accords de coopération. Ça veut dire que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina vont montrer actuellement. Et je crois que cette soirée scelle encore beaucoup plus. Nous avons été beaucoup de membres du gouvernement qui sont là, des autorités du Burkinabé, qui sont venus aux côtés de nos frères de Côte d'Ivoire pour que nous célébrions en tout cas cette amitié qui marque de bonnes relations qui existent vraiment entre nos deux pays. La renaissance et la redynamisation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina,
C'est sous ce signe qu'est célébrée cette commémoration. Une occasion également pour ces invités de se familiariser avec le nouvel ambassadeur ivoirien au Burkina, Capélécien Soro. Les chenilles ou les chitoumous ont encore attiré du monde cette année à Bobo-Dioulasso. Pour la 12e fois, la fête du chitoumou se tient dans la ville de Sia. Cette édition se tient dans un contexte où cette espèce est menacée par les effets des changements climatiques. Les organisateurs ont donc placé la fête du chitoumou cette année sous cette thématique. Des précisions avec Idrissa Warga, Sirik Milogo et Moumouni Barou. Des brochettes, des boulettes, du ragoût, bref, c'est une diversité de mets à base de chenilles de karité qui sont exposées à cette 12e édition de la fête des chitoumous. Une fête initiée non seulement pour montrer au public les possibilités de transformation des chenilles, mais aussi pour écouler les productions. La particularité de la 12e édition, c'est la présence de l'INERA, l'Institut de recherche de Farakoba, qui est arrivé à maîtriser le cycle d'élevage des chenilles de karité. Vous savez que les chenilles ne sortent qu'à la saison des pluies. Donc si l'INERA est arrivé à maîtriser le cycle de reproduction, ça veut dire que n'importe qui pourra aujourd'hui élever les chenilles, ce qui va nous permettre aujourd'hui de disposer des chenilles frais, même si ce n'est pas la période de la pluie. L'édition 2016 de la fête des chenilles met en exergue la problématique du changement climatique. C'est donc sous le thème les chitoumous et changement climatique que les acteurs ont placé cette fête qui, en 12 années d'existence, suscite de l'engouement. Le chitoumou, en plus de sa valeur culturelle et nutritionnelle, offre aujourd'hui d'énormes opportunités économiques pour les femmes de la localité. Et en ce sens que il permet à ces femmes-là d'augmenter, de diversifier leurs revenus. Et ce qui est toute chose qui concourt à lutter contre la malnutrition et la pauvreté. Pour les éditions à venir, les organisateurs comptent donner une envergure nationale à cet événement culturel des Hauts-Bassins. Rendez-vous en 2017 pour la 13e édition. La jeunesse catholique étudiante du Burkina Faso et du Niger veut s'impliquer davantage dans la promotion du civisme dans leurs pays respectifs. Le sujet est abordé depuis le 16 août dernier à Banfoura, où des élèves et étudiants membres de la JEC des deux pays sont en conclave. Ils sont 200 au total à prendre part au 40e Assise nationale et au 55e Conseil de la JEC. Karim Ilboudo, Sanoua Christine Koulibaly. L'hymne national, ici entonné en chœur d'entrée de jeu, donne le temps à ces 40e assises nationales, couplées du 55e conseil de la JEC, la jeunesse étudiante catholique. Une rencontre au cours de laquelle ces G6 vont auditionner les rapports d'activité, mais aussi s'interroger sur leur contribution dans la lutte contre l'incivisme au Burkina Faso. Nous voulons sensibiliser les jeunes sur notre responsabilité à prendre pour éradiquer cet incivisme qui, la plupart du temps, est occasionné par nous-mêmes. Il s'agira de formation, de panels et de séances d'ateliers qui se tiendront 3 jours durant avant de faire place au 55e Conseil national. Évoluant tous en milieu scolaire et académique qui tentent aujourd'hui à être les terreaux de l'incivisme, le patron les a invités à être des lumières afin d'impacter leur milieu. Ces dernières années, nous avons été inquiets par la montée de l'incivisme qui est due souvent au fait des jeunes. Alors nous espérons que par la formation qu'ils vont recevoir, par les conseils qu'ils vont mettre dans leur vie, ils pourront témoigner et amener à un changement. Parce que dans les désordres, nous ne pouvons pas nous développer. Environ 200 participants venus du Burkina et du Niger prennent part à ce rendez-vous de Banfoura. Banfoura qui sera donc la capitale de la jeunesse étudiante catholique une semaine durant, et ce pour la 3e fois. En actualité sportive, en bref, nous parlons de football. Les étalons cadets ne seront pas à la Coupe d'Afrique de leur catégorie qui aura lieu à Madagascar en 2017. Après la défaite de 5 buts à 1 au match aller, les étalons cadets sont passés à côté de l'exploit cet après-midi même face aux Black Satellites du Ghana. Et pour terminer, un mot de l'actualité à l'étranger. On va s'intéresser à cette prouesse d'un garçon de 13 ans. Il est égyptien et il a traversé la Méditerranée seul afin de sauver un être cher. Une vague de compassion submerge l'Italie devant le périple de ce petit Égyptien de 13 ans.
Le garçon explique avoir traversé tout seul la Méditerranée comme les migrants dans l'espoir de trouver une aide médicale pour son petit frère gravement malade. Lui s'appelle Ahmed, il habite à 130 km du Caire et son long voyage l'a conduit jusqu'en Sicile où, après avoir demandé l'aide des autorités, il a pris l'avion vers Florence où l'hôpital Careggi a offert de venir en aide à Farid, son petit frère de 7 ans. L'histoire du petit garçon a soulevé une vague de solidarité et de donations qui viennent de toute l'Italie. Maria Volpe est la policière qui a la première recueilli le petit garçon venu d'Égypte. Voir un garçon de 13 ans risquer sa vie, traverser la mer et venir en Italie pour seulement demander l'aide pour sauver son frère est une nouvelle histoire parmi tant d'autres. Il m'a dit « Je suis ici parce que je veux l'aider, je veux le sauver et continuer à jouer avec lui ». Un avion italien doit dans les prochains jours aller chercher le petit frère d'Ahmed et sa famille. Les autorités égyptiennes indiquent de leur côté que la famille du malade n'avait fait aucune demande d'aide pour les soins. Et c'est la fin de ce 20h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée en notre compagnie.